Dans la crise migratoire qui secoue l'Europe, il est l'homme du compromis et de la conciliation. Jean Asselborn, l'infatigable ministre des Affaires étrangères du Luxembourg, qui préside en ce moment le Conseil de l'Union européenne, est à Berlin. La presse française a même salué son endurance. Il est donc aujourd'hui au Bundestag, dans la capitale allemande. Il sera dès demain sur l'île de Lesbos, en Grèce, qui connaît un afflux massif de migrants depuis plusieurs semaines. Bonjour Jean Asselborn, merci d'être avec nous sur TV5 Monde, en duplex de Berlin. Vous avez rencontré les responsables allemands. Beaucoup en Europe ont pointé dans cette crise migratoire la responsabilité de l'Allemagne qui aurait créé, selon eux, un appel. Est-ce le cas selon vous ? Je crois que l'Allemagne, elle peut être fière de ce qu'elle a fait. Leur porte est ouverte, comme la porte de tous les pays européens devrait être ouverte. Bon, les Allemands, ils ont maintenant une charge très importante sur leurs épaules. Il y a des discussions qui sont en train de vraiment aller peut-être un peu dans tous les sens. Donc les partis, mais aussi la coalition, il y a des débats internes en Allemagne, mais je pense que les Allemands, et j'étais donc dans un des partis de la coalition ce matin, ils savent très bien que la solution, elle ne peut pas être allemande, la solution, elle doit être aussi pour l'Allemagne européenne. Alors Jean Asselborn, ces dernières semaines, l'Union européenne a fini par trouver un accord, notamment grâce à vos efforts de conciliation. Un compromis a été trouvé, mais beaucoup jugent que cela ne suffira pas. Quelle est, selon vous, la principale avancée dans cet accord ? Oui, écoutez, je suis d'accord avec vous. L'affaire sur les 120 000, la répartition des 120 000, la relocalisation, c'était vraiment une essence au forceps. Donc c'était assez difficile. Les arguments n'ont pas suffi. Vous savez qu'il y a quelques pays qui ont eu d'énormes problèmes. Mais les traités permettent, dans un tel cas, un vote. On a procédé à un vote. Une décision a été prise. Il s'agit de 120 000 personnes à relocaliser, plus les 40 000 où on avait presque trouvé une solution sur une base volontaire. Mais bon, ce n'est pas certainement le plus important. Mais sans cette décision-là, je pense qu'on ne serait pas arrivé à trouver aussi des solutions beaucoup plus importantes dans ce qui concerne le système de la migration européenne. Les semaines après. Et la plus importante, à mon avis, c'est celle qu'on a donc décidée la semaine dernière au Conseil JAI, Justice Affaires intérieures, c'est-à-dire que nous sommes maintenant tous persuadés, il y a unanimité, qu'il y a dans une certaine mesure et dans certains cas une responsabilité collective pour la gestion de nos frontières extérieures. C'est ça le plus important et je pense aussi que ce soit en France, que ce soit en Allemagne, dans les autres pays de l'Union européenne, maintenant il faut s'atteler à ce que cette gestion des frontières extérieures soit plus concrète, surtout en ce qui concerne l'Italie et la Grèce. Alors parmi les mesures aussi annoncées par l'Union européenne, Jean Asselborn, il y a ces fameux hotspots que l'on pourrait traduire en français par centre de rétention. Vous étiez récemment dans l'un de ces hotspots sur l'île italienne de Lampedusa. Vous serez demain à Lesbos, en Grèce, je le disais, qui connaît un afflux massif de réfugiés. Que sont au juste ces centres ? Moi, je ne dirais pas centre de rétention. Il faut vraiment... Bon, ce sont des centres d'accueil. Il faut que nous sachions aux frontières extérieures qui frappe à notre porte. Donc, ceux qui frappent à notre porte pour avoir une protection internationale, un asile, doivent dire qui ils sont, ils doivent raconter leur histoire, ils ont droit à un check de santé, à des vêtements, et puis aussi une première interview pour voir si vraiment les gens qui frappent à notre porte pour avoir de l'asile tombent sous les conditions de la Convention de 51 de Genève. C'est tout. Évidemment, ceux qui refusent, par exemple, de donner leur identité, qui refusent les empreintes, fingerprints, donc il y a des problèmes qui doivent être gérés dans ces hotspots. Mais je pense que là aussi, donc on est sur une bonne voie. En Italie, c'est le premier hotspot à Lampedusa qui fonctionne maintenant. Vous savez que la première relocalisation a eu lieu, donc des gens
de l'Érythrée qui sont partis de l'Italie vers la Suède. L'Italie va créer encore 5 ou 6 autres hotspots. Demain ou après-demain, je serai effectivement en Grèce, sur l'île de Mytilène, Lesbos. Le premier hotspot sera établi dans quelques jours. Donc il faut que sur les frontières extérieures, surtout en Italie et en Grèce, on puisse, pour l'avenir en tout cas, donc faire fonctionner ces hotspots, et la relocalisation des 160 000 personnes dans d'autres pays, dans tous les pays de l'Union européenne, ne pourra se faire que si les hotspots fonctionnent. Mais ce qui est plus important encore, sans gestion rationnelle des frontières extérieures, le risque est énorme à ce que Schengen puisse s'écrouler. Et ce serait un des acquis les plus importants de l'Union européenne, donc qui s'écroulerait, et il faut éviter cela. Vous avez évoqué il y a quelques instants, Jean Asselborn, les pays qui ont éprouvé de grandes difficultés face à cet afflux massif de migrants, à commencer notamment par la Hongrie, qui a fait la une de l'actualité ces dernières semaines. Notre équipe s'est rendue justement dans ce pays. On va regarder le reportage de Mevalo et on se retrouve juste après avec vous à Berlin, en Allemagne. Il y a 3 mois, Tamás Lederer était encore conseiller financier. Mais avec l'arrivée de milliers de migrants en Hongrie, il a décidé de se consacrer à leur accueil. Ce que vous voyez ici, ce sont des produits pour préparer des repas chauds. Ici, c'est des sacs de couchage. Des tonnes de produits de première nécessité, stockés dans des locaux de la mairie, trop encombrants visiblement puisqu'elle exige sous nos yeux que les lieux soient vidés. De toute façon, ils ont été mis à notre disposition juste pour montrer à la presse étrangère que l'État s'implique. Aide de l'État ou pas, le problème maintenant est ailleurs, et c'est à leurs frais que les bénévoles acheminent l'aide vers la Croatie. Quelques heures de route et la voilà, la Croatie. À la première station-service, des centaines de migrants se sont arrêtés pour la nuit. De quoi ils ont besoin? On n'a pas de tente, mais on a des matelas et des couvertures. De l'autre côté de la route, dans une caserne désaffectée, la Croix-Rouge tente de faire face. On a besoin de vêtements pour des enfants d'1 an et surtout de chaussures. L'arrivée des bénévoles hongrois tombe à pic pour les volontaires croates, complètement dépassés. Plus loin sur la route, d'autres réfugiés, et voici la petite gare de Tovarnik. Sur le quai, des centaines de personnes attendent depuis des heures un train affrété par les autorités, qui finit par arriver. Après plus d'1 heure d'attente, ceux qui ont pu embarquer pensent enfin partir. La locomotive démarre, mais sans les wagons. C'est l'incompréhension. À l'intérieur, les gens étouffent. À l'extérieur, d'autres sont pris en charge par des médecins, bénévoles eux aussi. La soif, la fatigue, même la police croate accuse le coup. Et la tension monte entre les bénévoles. Les gens dans les wagons ont soif, donc on a demandé de l'eau à la Croix-Rouge, mais ils ont refusé. Et on nous dit de partir. Je ne suis vraiment pas content. Après plus de 6 heures, le train finira par partir. Pas pour Zagreb comme prévu, mais vers la frontière hongroise, avant l'arrivée de dizaines d'autres milliers de migrants et probablement d'un nouveau train, dans la désorganisation la plus totale. L'équipe de Tamás, elle, rentre à Budapest pour revenir dès le lendemain. Et on retourne à Berlin, en Allemagne, où nous attend Jean Asselborn, ministre des Affaires étrangères du Luxembourg. Jean Asselborn, on vient de le voir, la situation reste très chaotique en Hongrie. Oui, je pense que je n'ai pas vu les images, mais j'ai entendu le son. Ce sont des images dont on n'est pas fier en Europe. On ne peut pas être fier en Europe de ces images. Ce ne sont pas des images qui correspondent à nos valeurs. C'est pour cela que, en tout cas pour l'avenir, il faut que, à l'entrée, donc sur les frontières extérieures, on puisse accueillir dignement les gens qui cherchent l'asile et qui ont droit à l'asile. Et puis, à partir des frontières extérieures, il faut pouvoir procéder à la relocalisation, à la répartition de ces gens dans les autres pays européens. Et donc ça, c'est en tout cas dans l'Union européenne la méthode qu'il faut maintenant concrétiser. Tout ce qui se passe à l'intérieur de l'Union européenne, avec des barbelés, avec des rétentions, avec donc des traitements, et puis aussi des mouvements du sud vers le nord, je pense qu'il faut que cela s'arrête parce que c'est indigne de nos valeurs. L'Union européenne, Jean Asselborn, a fait de la résolution de la guerre en Syrie une priorité pour essayer d'endiguer ce flux massif de réfugiés.
On en est loin. On a vu récemment l'offensive de la Russie avec ses bombardements. On est loin de cette résolution. Oui, je pense que c'est clair. Politiquement, diplomatiquement, il y a la personne de Staffan de Mistura, qui est l'envoyé spécial des Nations Unies. Il parle à tout le monde, il parle à tous ceux qui sont en Syrie qui ont de l'influence, il parle à tous ceux à l'extérieur qui ont de l'influence. Il évite évidemment Daesh, IS, qui sont des barbares, mais il faut qu'il fasse son travail pour arriver à la fin d'une transition, pour arrêter ces carnages. Ça, c'est la mission donc, de Staffan de Mistura, et l'Union européenne, comme beaucoup d'autres pays, appuie son action et espère qu'un jour, qui n'est pas trop lointain, qui est même très très près, on puisse repartir sur, disons, de l'espoir, redonner donc de l'espoir aux Syriens et arrêter donc cette guerre. Du point de vue militaire, vous avez tout à fait raison. Je pense que l'esprit de la résolution du Conseil de sécurité est de combattre les bandes de Daesh. Ça, c'est l'esprit. Alors, c'est difficile à comprendre, mais je pense que c'est un fait que du point de vue du Kremlin, sur demande de M. Assad, le but des attaques militaires ne sont pas tout à fait les mêmes. Et je pense qu'avec ce désordre, cette non-coordination, on arrive malheureusement avec des missiles, avec des bombes, à transformer encore des dizaines, même des centaines de milliers de Syriens en réfugiés. Et ce serait énormément dommage, ce serait même fatal. Et donc, je pense que dans l'Union européenne, nous l'avons dit au début de la semaine, en tant que ministre des Affaires étrangères, je pense que le Conseil européen va le redire encore une fois, il faut que l'action militaire aussi soit coordonnée et n'ait qu'un seul but, c'est de combattre les barbares de Daesh et puis de faire tout à ce qu'on puisse arriver donc à une transition pour redonner espoir et pour arrêter donc cette guerre et repartir d'un autre pied en ce qui concerne la Syrie. Mais il faut l'Iran, il faut l'Arabie saoudite d'un côté, il ne faut pas que les Américains et les Russes, avec quelques Européens, qu'on soit totalement désordonnés. Je pense que la France, surtout, mais aussi la Grande-Bretagne, font beaucoup d'efforts et je pense que là, le but est clair de ce qu'ils veulent. Donc, essayons aussi avec le Kremlin d'avoir donc une démarche commune dans le sens militaire en ce qui concerne la Syrie. Parce que si la guerre en Syrie ne s'arrête pas, évidemment, les flots, les mouvements de réfugiés ne vont pas s'arrêter. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, il faut vraiment tout faire aussi de la part de l'Union européenne pour qu'en Libye, on arrive à avoir un gouvernement d'unité pour repartir aussi d'un autre pied. Jean Asselborn, ministre des Affaires étrangères du Luxembourg, président en exercice du Conseil européen. Merci d'avoir été avec nous en duplex de Berlin, en Allemagne.